La ministre. Alors, sans plus attendre, je donne la parole à Jean-Jacques Lozach, qui a les questions budgétaires, mais il y a aussi cette question de la nouvelle agence du sport qui nous interpelle tous. Monsieur Lozach, vous avez la parole. Bien, merci Madame la Présidente. Je voudrais commencer par souhaiter bonne chance et pleine réussite à notre nouvelle ministre des Sports, qui prend ses fonctions à un moment très particulier qui ont été résumés par la Présidente de notre commission tout à l'heure, avec une actualité assez chargée. Quand je parle de l'actualité, je ne pense pas au match du PSG de ce soir. Je pense donc au remaniement ministériel, au budget, au programme Action publique 2022 sur lequel on va revenir avec les moins 1600 postes de CTS qui viennent s'ajouter à une réduction drastique du nombre de contrats aidés, puisque en ce qui concerne le nombre de contrats aidés par l'État, on sera passé de 2 ans de 310 000 à 130 000. Or, le sport est un grand consommateur de ces contrats aidés. Ou bien encore le débat que vous évoquez et qui est essentiel, relatif au nouveau modèle français concernant la gouvernance du sport. Alors sur le budget, bon, on ne va pas se lancer peut-être des chiffres à la figure aujourd'hui, on ne va pas se lancer dans une bataille de chiffres. Bon, les choses ont bougé depuis quelques heures, je dirais, nous sommes à 465,6 millions d'euros. Simplement, je voudrais vous poser une première question. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, je dirais, en termes de présentation pour éviter un certain nombre de difficultés de présentation, d'isoler en quelque sorte le programme 350 concernant la Solidéo, c'est-à-dire en fait la construction de l'héritage olympique, puisque cet héritage doit être construit avant 2024. Donc présenter de façon annexe, si je peux dire, ce programme-là, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Bon, je faisais partie de ceux qui souhaitaient une loi de programmation budgétaire concernant la préparation de ces Jeux Olympiques. Vous savez qu'il va falloir quand même que l'État trouve 1 milliard d'euros au niveau des équipements. Et nous partons sur un rythme quand même très faible, puisque nous sommes à 65 millions d'euros par an. Et le pic, ça sera effectivement 2020, 2021, 2022. Donc il faudrait qu'on se place quand même sur une trajectoire budgétaire qui soit la plus dynamique possible assez rapidement. Ceci dit, 2 éléments un petit peu d'inquiétude suite à nos auditions précédentes. Est-ce qu'il n'est pas inquiétant de voir le budget de l'INSEP baisser parce que bien l'INSEP, c'est en particulier la préparation olympique. Et avant 2024, il y a 2020. Et il est certain qu'en termes de résultats, en termes de médailles, si on descend trop bas en 2020 à Tokyo, on n'arrivera pas à remonter en 2024. Et le deuxième élément d'inquiétude, mais vous allez peut-être nous rassurer, c'est concernant les grands événements sportifs hors JO, hein, puisque nous passons, en ce qui concerne ces événements-là, je crois, de 20 millions d'euros à 4 millions d'euros. Un deuxième élément, alors je ne reviens pas sur la continuité avec votre prédécesseur, puisque vous avez rappelé la confirmation des ambitions, je dirais, qui avaient été exprimées par Laura Flessel, aussi bien en ce qui concerne les 80 médailles que les 3 millions de pratiquants. Sur les CTS, moi je voudrais vous demander simplement, Madame la Ministre, concrètement, comment ça va se passer ? Parce qu'effectivement, vous avez rappelé récemment dans la presse un principe, c'est-à-dire le transfert de ces 1600 postes de CTS, soit aux collectivités territoriales, soit aux fédérations sportives. Bon, comment ça va se passer, quoi, tout simplement, parce que ce sont des personnels qui ont un statut de la fonction publique d'État et puis qui en plus ont une qualification tout à fait précise, tout à fait déterminée. Et donc ça représente tout ça quand même une masse salariale d'environ 200 millions d'euros. Et puis enfin, sur la gouvernance du sport, parce que bien évidemment tout ça est intimement lié, et vous l'avez rappelé, ça va être un grand chantier de l'année 2019. Bon, je crois qu'on est d'accord, il fallait absolument que le système français évolue, parce qu'il y a cette montée en puissance des collectivités territoriales, parce que nous sommes en retard en ce qui concerne le sport entreprise, c'est évident, aussi bien en ce qui concerne le financement du sport par les entreprises qu'en ce qui concerne la pratique du sport dans les entreprises. Et quand je dis les entreprises, je fais référence aussi aux entreprises publiques, aux administrations, pas simplement aux entreprises privées, parce qu'il y a cette montée en puissance du sport business, etc., ou bien encore parce qu'il était nécessaire d'aller vers davantage d'autonomie pour le mouvement sportif. Donc cette agence nationale va être mise en place, et c'est vrai que la question que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est
qu'est-ce qui va rester en quelque sorte comme véritable compétence, quoi, comme véritable responsabilité pour le ministère des Sports à échéance de 2020-2021. Je dirais par-delà sa mission traditionnelle, le contrôle de l'égalité, que ce soit le contrôle des performances, des compétitions ou bien encore des équipements sportifs. Et puis, nous sommes ici des parlementaires. Qu'est-ce qui va véritablement relever de l'action législative dans cette mise en place, dans ce que Massiglia appelle la révolution du modèle sportif français, notamment au cours de l'année 2019. Et enfin, je termine par une question annexe, mais vraiment d'actualité. Je voudrais savoir, Madame la Ministre, ce que vous pensez de cette réforme annoncée de la Coupe Davis, à laquelle les Français sont très attachés depuis l'époque des mousquetaires, puisqu'on s'achemine éventuellement vers une privatisation de cette compétition-là, ce qui entraîne d'ailleurs quelques mouvements d'humeur, voire de contestation, y compris des tennismen eux-mêmes. Donc, quid de la Coupe Davis? Ça crée aussi apparemment quelques troubles du côté de la Fédération française de tennis. Merci. Donc une première série de questions, Madame la Ministre, auxquelles je vous invite à répondre. Oui, parce que je n'ai pas l'habitude de retenir 40 questions. Oui, je voulais juste préciser, parce que vous parlez d'un climat d'inquiétude, je pense que ce climat vient aussi du fait que, vu que cette nouvelle gouvernance a permis aussi à beaucoup d'acteurs de s'exprimer, et c'était notre volonté au moment de cette concertation de 9 mois, ces personnes, que ce soit le CNOSF, les différentes fédérations, les différents sportifs, l'idée c'est de leur donner aussi plus de marge de manœuvre, plus de pouvoir de décision, plus de pouvoir de parole également pour s'exprimer sur ce qu'ils font. Et moi, il me paraît normal aussi qu'au moment du vote du budget, voilà, tout le monde parle plus que d'habitude et que les messages parfois aussi s'embrouillent. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement des pétitions, des lettres dans les médias où on ne savait plus trop de quoi on parlait. Est-ce que c'était M. Bana qui parlait au nom des CTS? Est-ce que c'était les sportifs qui parlaient au nom du sport? Est-ce que c'était M. Massiglia ou des présidents qui parlaient au nom des fédérations qui estiment pas avoir été assez entendus? Moi, ce que je retiens simplement, c'est qu'à l'aune d'un changement, d'une réforme, du fonctionnement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est quand même de passer d'un point de vue où on traitait jusqu'à aujourd'hui que les fédérations et les associations sur le terrain à un autre modèle où on va mettre au centre les sportifs et les entraîneurs pour la haute performance et de l'autre côté, le pratiquant. Donc ça change vraiment beaucoup de choses et tout le monde s'inquiète et tout le monde est aussi un peu remis en question. Et c'est normal que ça crée ce climat d'inquiétude. Maintenant, vous parlez du budget réellement, comme je vous l'ai présenté là. Effectivement, on peut faire une bataille des chiffres, mais on n'a pas gagné cette bataille des chiffres dans les médias parce qu'effectivement, les médias reprennent un peu aussi ceux qui parlent le plus, ceux qui sont plutôt médaillés actuels que les médaillés des années 2000. Et qu'effectivement, présenté comme le budget m'a été présenté, c'est pour ça aussi que je me suis prononcée sur un budget qui n'est pas outrageusement voilà, diminué, et même pas du tout diminué, étant donné que je vous parle aujourd'hui de 55 millions d'euros nouveaux qui ont été dégagés, avec moi au banc avant-hier pour obtenir ces 15 millions supplémentaires. Aujourd'hui, je pense honnêtement qu'on a tous les moyens de travailler correctement. Évidemment, moi aussi, j'aimerais avoir un budget 3 fois supérieur ou 10 fois supérieur pour le sport en France. Mais voilà, quand je suis arrivée il y a un mois, c'était déjà le cas. C'est pas moi, déjà, d'une part, qui ai proposé des mesures pour qu'on puisse mettre en adéquation de l'argent en face des mesures proposées ou des dispositifs proposés, d'une part. Et d'autre part, voilà, si la nation française, pardon, toujours, je le fais à chaque fois, nation, si la nation française était une grande nation sportive depuis des années, ça se saurait. C'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est en faire une nation sportive plus importante, et on part de là où on peut partir. Donc j'ai l'ambition que je peux avoir, mais en considérant avec lucidité mon point de départ quelque part. Donc aujourd'hui, ce budget, effectivement, pour entrer dans les détails, de 465 millions d'euros, ne comprend pas la Solidéo. Donc quand je vous en parle, c'est hors Solidéo. Et effectivement, pour arriver aussi, nous, à avoir une visibilité plus pertinente sur un maintien, une baisse ou une augmentation de nos moyens d'intervention, on a aussi sollicité une séparation des lignes, c'est-à-dire qu'on puisse voir ce budget Solidéo qui forcément va monter en puissance à un moment donné et que ce soit pas, que ça rentre pas
en eau trouble, en regardant aussi le reste de l'argent qui est consacré aux moyens des interventions, d'intervention du ministère. Derrière, évidemment, avec la création de cette agence, il va y avoir des moyens privés qui vont rentrer. Donc, pareil, il va falloir aussi sécuriser tout ça. Et on est en train de voir sur la planification triannuelle qui va avoir lieu l'année prochaine sur le budget des sports, comment bien séparer les choses et donner une visibilité sur vraiment le vrai budget des sports. Pour en revenir à l'INSEP que vous avez évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, je tiens à dire que si on voit, et non pas une baisse, mais d'ailleurs une petite augmentation, une légère hausse de plus 1,3%, puisqu'il est à 22,5 millions d'euros, contre 22,2 millions d'euros en 2018. Ça s'explique d'une part parce que l'investissement sur tout ce qui était rénovation des locaux est terminé aujourd'hui. Donc il n'y a plus besoin de prévoir d'argent pour continuer ces investissements. Le plafond d'emploi de l'établissement est stabilisé. On en est à 288 ETP. Et bien sûr, tous ces éléments ne tiennent pas compte des transferts de compétences et des moyens humains et financiers de l'INSEP vers l'Agence nationale du sport, qui est aujourd'hui en cours de création. Il faut savoir aussi que l'INSEP a bien travaillé du côté où on l'avait sollicité pour travailler, c'est-à-dire générer des ressources propres. Ces ressources propres s'élèvent aujourd'hui à 10 millions d'euros par an. C'est la moyenne des 4 derniers exercices. Et c'est ces moyens qui permettent aussi à l'INSEP de poursuivre la mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement, puisqu'il consacre chaque année 5 millions d'euros à l'entretien de ses équipements sportifs et aux dépenses d'investissement. Donc je crois que les sportifs qui sont accueillis à l'INSEP n'ont pas de souci à se faire, ils vont continuer à être tout aussi bien accueillis. Nous sommes en train de regarder la meilleure concertation et coordination possible entre les personnes de l'INSEP, à la tête de l'INSEP, et les personnes qui seront à la tête de l'agence haute performance, de manière à ce qu'elles puissent collaborer dans les meilleures conditions au bénéfice des athlètes et des entraîneurs. Mais l'INSEP ne fonctionne aujourd'hui pas tout seul. Il s'agit de prendre en compte le grand INSEP, qui associe aussi des CREPS, tous les CREPS de nos territoires, des écoles aussi de formation. Voilà, les écoles nationales de formation. Et c'est tout cet ensemble de réseaux de mapping territorial qui aujourd'hui va pouvoir aussi s'adosser à toute cette répartition géographique qu'on cherche aussi à faire dans les autres ministères pour tout ce qui est éducation, formation et derrière des bassins d'emploi spécifiques partout en France. Et le sport, je compte bien l'insérer aussi dans cette cartographie de manière à ce que aussi les sportifs qui s'engagent dans cette activité et dans une carrière sportive puissent en même temps qu'ils mènent leur carrière sportive, pouvoir aussi mener des études pertinentes en fonction de leurs envies, de ce à quoi ils se destinent, et puis derrière puissent trouver un métier soit en accord avec le sport, soit en accord avec leurs études ou leurs compétences. Et nous, voilà, au ministère des Sports, on compte bien aussi s'encadrer dans ce mapping général qui verra naître prochainement des campus scolaires, universitaires et sportifs. Une autre question, c'était sur les CTS. Donc effectivement, à mon arrivée, 4 jours après mon arrivée, il y a eu cette bonne nouvelle qui effectivement a cristallisé aussi toutes les inquiétudes et à juste titre, puisque voilà, évidemment quand on voit, mais vous savez sûrement mieux que les acteurs eux-mêmes qu'il s'agit d'un document de travail qui n'était pas destiné à la presse et encore moins à être lu de cette manière-là. Cette lettre de cadrage de plafond, effectivement, mentionne la suppression d'ETP au sein des fédérations, mais elle ne mentionne, et j'en ai eu la confirmation puisque j'ai rencontré le Premier ministre tout de suite après cette crise, on peut le dire, parce que je l'ai prise comme ça à mon arrivée. Et il nous a assuré effectivement qu'aucun de ces 1600 personnels, alors on parlait de CTS, mais il ne s'agit pas que des CTS, on ne vise pas un corps, mais effectivement c'est des missions qui doivent être revisitées. Et pourquoi? Parce que si on veut mener une réforme, on veut installer l'agence, avec cet agent, je vous l'expliquerai tout à l'heure, son objet c'est de travailler de manière transversale pour toutes les fédérations. Et évidemment, pour toutes les pratiques, c'est aussi notre mission, c'est aussi de travailler avec d'autres acteurs que les acteurs uniquement fédéraux, aussi des têtes de réseau qui s'impliquent dans
dans l'éducation par le sport, dans tout ce qui est quartier de la ville, prioritaire de la ville. Et évidemment, toutes nos forces, tous nos agents, que ce soit les CTS, les personnes présentes dans les DR et dans les DD, les CAS, effectivement aussi les conseillers d'animation sportifs, vont devoir trouver des nouvelles places au sein de ce nouveau modèle et vont devoir réorienter leur mission. Alors, effectivement, il y a des choses sur lesquelles, aujourd'hui, on est en discussion déjà avec des fédérations. Alors, effectivement, les CTS ne sont pas d'accord, forcément, puisque ce sont des personnels anciens, dont moi-même, je peux juger pour avoir moi aussi été sportive et avoir bénéficié de leurs compétences, que ce sont des personnes très compétentes dans beaucoup de matières, en matière de formation, d'encadrement, d'entraînement. Mais effectivement, aujourd'hui, il va falloir faire un choix quant à savoir est-ce que ce sont des compétences qui vont relever de la compétence des fédérations. Nous sommes en train d'étudier ces personnes qui sont sur des missions d'entraînement exclusives, souvent en contact ou d'entraînement de champions qui sont déjà titrés et qui ont déjà des sponsors et dont le salaire même de leurs entraîneurs, finalement, s'assied sur une intervention de l'État minime, mais que derrière, il y a beaucoup d'autres entités qui abondent à leur salaire, savoir est-ce que notre place en tant qu'État est encore là, est encore dans le salaire de ces entraîneurs, par exemple. Et est-ce que ces entraîneurs, ce ne seraient pas les fédérations qui auraient vocation à les payer directement, voire les athlètes eux-mêmes pour les plus fortunés, s'il y a besoin d'un abondement dans leur salaire. Donc il y a des fédérations qui suivent déjà ce mouvement, qui sont d'accord aussi pour pouvoir avoir ces personnes compétentes sur ces champs-là intégralement finalement dans leur champ de compétences et payées par ces fédérations. Ce n'est pas une question budgétaire et financière pour l'État, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'enlever le statut de fonctionnaire à ces personnels. Ils vont rester avec leur statut de fonctionnaire. L'idée d'enlever des ETP dans les fédérations, c'est surtout de recentrer notre action sur des missions qui nous paraissent aujourd'hui importantes et indispensables à nos yeux pour mener à bien le travail qu'on veut faire avec l'agence, en termes surtout de développement des pratiques. Et il nous paraît aussi essentiel, en termes d'éthique et de présence de l'État à la tête des fédérations, de garder des personnes comme aujourd'hui les DTN adjoints en charge de haut niveau et du développement des pratiques, qui sont intégralement sous le même statut qu'aujourd'hui, pour justement pouvoir avoir une visibilité, une existence qu'on juge importante aujourd'hui au sein de ces fédérations, essentiellement pour des côtés éthiques et de contrôle de la bonne application de la politique de l'État au sein du mouvement sportif. Voilà, donc ces personnes ne vont pas perdre leur emploi. On va essayer de les garder sur les missions sur lesquelles elles se sentent le plus compétentes. Leur statut ne va pas être touché de fonctionnaire. Ce n'est pas une question budgétaire pour l'État, puisque l'État est prêt à compenser au niveau des fédérations. Mais nous sommes aussi en train d'étudier une réaffectation de ces postes sur des missions qui nous paraissent pertinentes et en accord avec l'action de l'agence sur les territoires. Et donc, voilà, pas tout à la charge, évidemment, des fédérations. Voilà. Il y avait d'autres sujets que je n'ai pas abordés. Le projet de loi, peut-être, c'est ça. Nous avons comme intention de proposer au calendrier parlementaire donc un projet de loi qui va modifier, en tout cas simplifier peut-être aussi le code du sport tel qu'il est actuellement, de manière à le mettre en cohérence avec cette réforme et cette création de l'agence. Pour l'instant, nous n'avons pas de date prévue, mais voilà, c'est en discussion pour que ce soit courant de l'année. Oui, et vous m'avez questionné aussi sur le devenir du ministère des Sports. Évidemment, cette agence, je la conçois comme un opérateur du ministère des Sports. Ce n'est
en aucun cas quelque chose qui va remplacer nos prérogatives. D'ailleurs, au début, elle avait été imaginée et préconisée par CAP 2022 comme suivant le modèle de UK Sport, donc le modèle anglais du sport. Ces 9 mois de concertation ont permis justement au mouvement sportif, mais aussi à nos services, puisque cette concertation, elle a été menée par Laurence Lefebvre, qui était directrice des services et qui est convaincue de l'utilité de ce changement de gouvernance et de cette utilité aujourd'hui de se rapprocher au plus près des territoires et des pratiquants. Laurence Lefebvre, qui est aujourd'hui directrice du cabinet, et j'ai vraiment souhaité marquer la continuité avec ce qui a été fait avant, parce que ça a été fait pour que le ministère continue à avoir les prérogatives qu'il avait avant, c'est-à-dire en matière de développement des pratiques, nous allons être complètement et intégralement présents avec un travail qui sera partagé entre des intervenants effectivement de l'agence, puisque cette agence va absorber le CNDS actuel, y compris les personnels du CNDS, qui seront au sein de l'agence et qui apporteront leur expertise de terrain et pourront nous donner un miroir pertinent de ce qui existe aujourd'hui en termes de bonnes pratiques associatives sur le terrain. Mais comme jusqu'à maintenant, elle n'englobait que des bonnes pratiques fédérales, aujourd'hui, on a besoin aussi de toute l'expertise qu'on pourra apporter avec la direction des sports actuelle pour élargir ce champ de vision. Et ce sera un travail collaboratif entre les personnels de l'agence dédiés à cette partie développement des pratiques et les services que nous avons au ministère, et surtout les animateurs de terrain qui seront dans les DR, les DD, et puis au sein des fédérations, avec l'intention de proposer justement à ces CTS de devenir avoir des missions interfédérales, transversales, de territoire, et aussi une implication, je l'espère, de la part des parlementaires et de nos inspecteurs qui sont affiliés à des régions en priorité, de manière à pouvoir nous faire remonter la réalité du terrain et de savoir sur chaque territoire qu'est-ce qui est le plus pertinent à financer et qui sera le plus en phase avec les axes stratégiques que nous allons définir. Il y avait une question sur la Coupe Davis, me permet de rappeler l'évolution de la Coupe Davis. Peut-être vous pouvez repréciser un peu plus la question, si vous avez plus d'éléments précis sur la Coupe Davis. Qu'est-ce que vous vouliez Non, j'ai pas plus d'éléments précis, mais je vois effectivement que ça sème un petit peu le trouble dans beaucoup d'endroits. Et comme c'est une compétition un petit peu symbolique, d'autant plus que la France, dans quelques jours, va disputer la finale de la Coupe Davis, on s'interroge effectivement sur son devenir, si on va assister à un véritable bouleversement, et ce que j'appelle, parce qu'il faut appeler un chat, une privatisation de cette compétition. Je crois que c'est un changement effectif. Elle a été, mais c'est un changement qui a été adopté avec 71% de votes favorables par la Fédération internationale de tennis et dans une concertation qui a été menée de manière démocratique. Ça implique donc une phase finale sur une semaine qui va réunir 18 équipes nationales en clôture de la saison et qui se fera sur un terrain neutre. Effectivement, ça peut créer des inquiétudes pour certains acteurs, mais après, pour nous, c'est difficile d'interférer sur une décision prise par une organisation sportive internationale qui est autonome vis-à-vis de l'État et qui a ses propres enjeux d'attractivité. Merci, Madame la Ministre. Alors, on revient à quelques questions budgétaires.